Salut à toi et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur le chapitre Travail-Emploi. Dans la vidéo précédente, on a vu que les modèles post-tayloriens, basés sur une plus grande flexibilité, une recomposition des tâches et un management participatif, ont émergé principalement en réponse aux limites du taylorisme. Et on s'était posé la question, est-ce que le développement de ces nouvelles formes d'organisation du travail avait amélioré les conditions de travail? Plus généralement, quels étaient les effets des modèles post-tayloriens sur les conditions de travail? Car oui, même si ces modèles peuvent paraître bénéfiques, ils ont des effets contradictoires sur les conditions de travail, c'est-à-dire sur l'environnement dans lequel les individus travaillent. Ces conditions incluent le caractère plus ou moins répétitif des tâches, la pénibilité physique ou mentale du travail et les contraintes subies. Dans cette vidéo, nous allons donc analyser les effets des modèles post-tayloriens sur les conditions de travail en commençant par les effets positifs. Un des premiers effets positifs des modèles post-tayloriens est la réorganisation du travail permise par la recomposition des tâches. Comme nous l'avons vu, cette dernière permet de réduire la division horizontale du travail en élargissant et en enrichissant les responsabilités des employés. Ainsi, et contrairement à la spécialisation extrême du taylorisme, les travailleurs sont encouragés à acquérir des compétences dans une variété de tâches et à être polyvalents. Cette recomposition des tâches a donc permis une réorganisation du travail qui a eu des répercussions positif sur l'engagement des employés et leur bien-être au travail. En effet, en impliquant les travailleurs dans une gamme plus large de tâches, elle diminue la répétitivité, la monotonie et enrichit l'expérience de travail. Cela permet de maintenir l'intérêt et la stimulation intellectuelle, ce qui est crucial pour le bien-être psychologique des employés. Par exemple, un opérateur pourrait gérer à la fois la surveillance de la machine et des ajustements mineurs nécessaires pour optimiser la production. Cette diversité des tâches quotidiennes peut rendre le travail plus intéressant et réduire les sentiments de lassitude et d'aliénation. De plus, la polyvalence engendrée par la recomposition des tâches signifie que les employés sont mieux équipés pour couvrir un éventail plus large de fonctions. Cette polyvalence, bien que bénéfique pour l'employeur en termes de flexibilité opérationnelle, l'est également pour les employés eux-mêmes qui acquièrent des compétences diverses, augmentant leur employabilité, donc leur capacité à se faire embaucher et leur valeur sur le marché du travail. Par exemple, chez Google, les employés ne sont pas limités à des tâches spécifiques, mais sont encouragés à participer à des projets variés qui vont au-delà de leurs rôles initiaux. Un développeur peut travailler sur le codage d'une application, participer à des réunions de brainstorming pour de nouvelles fonctionnalités de produits et aider à tester des logiciels pour identifier les bugs. Cette polyvalence non seulement augmente leurs compétences dans divers domaines techniques, mais améliore également leur capacité à collaborer avec différentes équipes, renforçant leur employabilité et leur adaptabilité dans un secteur en rapide évolution. Et c'est dans ce contexte qu'en 2016, selon une enquête sur les conditions de travail de la DARES, 68,3% des salariés déclaraient avoir l'occasion de développer leurs compétences professionnelles. La recomposition des tâches a donc réorganisé le travail en le rendant plus enrichissant. Avec des tâches plus variées et moins répétitives, elle a permis d'améliorer les conditions de travail des employés en augmentant leur bien-être et leur satisfaction. Ensuite, le deuxième effet positif des modèles post-tayloriens, c'est qu'ils ont permis une réhumanisation du travail à travers le management participatif. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ce style de management à travers des cercles de qualité et des équipes semi-autonomes cherche à réduire la division verticale traditionnelle du travail en intégrant activement tous les employés dans les processus décisionnels et opérationnels de l'entreprise. Mais alors, de quelle façon le management participatif améliore-t-il les conditions de travail? Déjà, il accorde une plus grande autonomie aux employés, leur permettant de prendre des initiatives et de faire des choix concernant l'organisation de leur travail. Cette autonomie est essentielle non seulement pour l'épanouissement personnel, mais aussi pour la satisfaction du travail. Elle se manifeste concrètement lorsque les employés ont la liberté de décider comment réaliser leurs tâches, favorisant un environnement où ils se sentent valorisés et reconnus. Par exemple, encore selon l'enquête sur les conditions de travail de la DARES, on voit que 83% des salariés déclaraient pouvoir organiser leur temps de travail de la façon qui leur convenait le mieux. De la même façon, les salariés sont plus impliqués dans l'amélioration des processus de travail grâce au management participatif. Ainsi, selon ce document de 2015, 61% des salariés français sondés déclaraient être impliqués dans l'organisation
du travail. Néanmoins, l'application est beaucoup plus faible pour les salariés de la catégorie travail manuel peu qualifié, où seulement 45% d'entre eux considèrent qu'ils sont toujours ou la plupart du temps impliqués dans l'organisation du travail. A l'inverse, elle est plus élevée pour les salariés de la catégorie travail de bureau hautement qualifié, où ils sont 71%. Cette autonomie contribue directement à une meilleure satisfaction au travail, ce qui est intrinsèquement lié à une amélioration des conditions de travail. Ensuite, le management participatif a facilité l'intégration d'innovations organisationnelles et de nouvelles technologies qui ont permis d'améliorer les conditions de travail. En effet, l'adoption du télétravail et des horaires modulables, rendus possibles par les avancées technologiques en matière de communication et de gestion de l'information, a significativement amélioré l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des employés. Ces pratiques permettent aux travailleurs de mieux gérer leur temps, réduisant ainsi le stress lié à la conciliation des obligations professionnelles et personnelles. Par exemple, une enquête réalisée en 2018 révèle que presque 96% des hommes et femmes estiment que le télétravail a amélioré la qualité de leur vie professionnelle. De la même façon, 79% des femmes et 82% des hommes considèrent que le télétravail leur offre davantage de liberté dans la gestion de leur emploi du temps. Ces chiffres illustrent clairement comment le télétravail et les horaires flexibles peuvent contribuer à un meilleur équilibre de vie, favorisant un sentiment général de bien-être et d'efficacité. De plus, les nouvelles technologies permettent aussi une amélioration de l'ergonomie sur les lieux de travail traditionnels. Les postes de travail sont de plus en plus conçus en tenant compte des principes ergonomiques, ce qui contribue à réduire les risques physiques et à améliorer le confort des employés. Cela inclut la conception adaptée des sièges, des postes informatiques et des environnements de travail qui prennent en compte la posture, la répétition des mouvements et la fatigue visuelle. Ces améliorations ergonomiques sont essentielles pour prévenir les troubles musculo-squelettiques et autres problèmes de santé liés au travail. En respectant ces principes ergonomiques, les entreprises investissent activement dans la santé et la sécurité de leurs employés, ce qui se traduit par une meilleure satisfaction au travail et une réduction des coûts liés aux problèmes de santé. Ainsi, le management participatif a permis d'améliorer les conditions de travail en accordant d'une part une plus grande autonomie aux employés, puis d'autre part en facilitant l'intégration d'innovations organisationnelles et de nouvelles technologies comme le télétravail et une meilleure ergonomie. Enfin, le troisième et dernier effet positif des modèles post-tayloriens, c'est qu'ils ont permis une réduction de la pénibilité du travail, contribuant non seulement à la santé et au bien-être des employés, mais aussi à une plus grande efficacité organisationnelle. En effet, ces modèles ont considérablement réduit les expositions nocives et les nuisances sonores qui étaient courantes dans les organisations tayloriennes. Ainsi, par exemple, 48% des salariés des organisations tayloriennes sont soumis à un bruit intense, contre 15,5% des salariés des organisations apprenantes, une organisation post-taylorienne. De la même façon, en intégrant des pratiques comme l'automatisation, ces modèles ont permis de réduire la pénibilité des tâches manuelles. Dans l'industrie automobile, par exemple, des processus autrefois effectués manuellement, tels que la manipulation de plaques de plomb ou la peinture des véhicules, sont désormais automatisés. Cette transition a non seulement diminué la charge physique imposée aux travailleurs, mais les a aussi protégés des expositions à des substances toxiques. Enfin, les améliorations apportées par les modèles post-tayloriens ont également eu un effet notable sur la sinistralité au travail. Selon les données de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, le nombre total d'accidents du travail en France a diminué de 11,1% entre 2001 et 2019, passant de 737 499 à 655 715. Cette tendance à la baisse est particulièrement marquée chez les hommes, pour lesquels les accidents de travail ont diminué de 27,2%, passant de 564 817 en 2001 à 411 157 en 2019. En revanche, le nombre d'accidents de travail chez les femmes a augmenté de manière significative, enregistrant une hausse de 41,6% sur la même période, passant de 172 682 à 244 558. Cette baisse peut être attribuée en partie à une meilleure conception des postes de travail, à l'automatisation des tâches à haut risque et à une prise en compte plus systématique des principes ergonomiques dans l'aménagement des espaces de travail. En résumé, que ce soit par une réorganisation du travail permise par la recomposition des tâches, par une réhumanisation du travail grâce au management participatif ou par une réduction de la pénibilité, les modèles post-tayloriens ont apporté des améliorations significatives aux conditions de
de travail. Mais même si ces avancées montrent une nette progression vers des environnements de travail plus sûrs, plus agréables et plus humains, ils ne sont pas exempts de défauts. Car oui, bien qu'ils aient réduit certaines des contraintes associées au modèle taylorien, ils ont également introduit de nouvelles préoccupations et n'ont pas totalement éliminé les anciennes. Les nouvelles formes d'organisation du travail, les NFOT, peuvent être vues comme un prolongement des méthodes tayloriennes et fordiennes, souvent qualifiées de néo-fordisme plutôt que de véritables post-taylorisme. Ces modèles ont cherché à adapter les principes de l'organisation scientifique du travail à un contexte moderne où la flexibilité et la réactivité sont devenues cruciales. Cependant, cette adaptation n'a pas été sans conséquence sur les conditions de travail, entraînant de nouvelles contraintes pour les employés. Mais alors, lesquelles? Tout d'abord, le post-taylorisme a augmenté le rythme de travail. En effet, en adoptant le système de production du juste à temps, c'est-à-dire le fait de produire uniquement en réponse à une commande spécifique, il exige aux employés de maintenir une cadence de travail très élevée pour répondre efficacement à la demande en temps réel. Ainsi, les contraintes de temps deviennent une préoccupation majeure, non seulement en respectant les délais imposés par les clients, mais aussi en maintenant une qualité constante sous pression. Par exemple, chez McDonald's, la norme veut que chaque client soit servi en moins d'1 minute, ce qui illustre cette intensité exigée dans un cadre de travail à flux tendu. De plus, le rythme de travail a été davantage intensifié par l'adoption des technologies modernes de l'information et de la communication. Ces outils permettent un suivi en temps réel des performances, imposant ainsi aux travailleurs des délais plus courts et des normes de production plus strictes. Par exemple, l'utilisation généralisée des codes barres simplifie certes le travail de caisse, mais augmente en même temps la vitesse à laquelle les caissiers doivent opérer, transformant radicalement la nature de leur travail. Ce rythme accéléré est constamment surveillé et évalué, ajoutant une pression supplémentaire sur les employés. L'augmentation du rythme de travail n'est pas sans conséquence pour les travailleurs. En effet, elle a entraîné une hausse significative des contraintes de rythme, avec des implications directes sur le bien-être physique et mentale des travailleurs. Comme le montre ce document, l'intensité du travail a considérablement augmenté entre 1984 et 2019, où le pourcentage de salariés soumis à au moins 3 contraintes de rythme a grimpé de 6% à 34%. Cette intensité accrue peut conduire à une fatigue plus prononcée, à du stress et à des risques de burn-out, remettant en question la durabilité des modèles post-tayloriens dans le respect du bien-être des employés. Ensuite, la deuxième contrainte ajoutée par le post-taylorisme, c'est qu'il a augmenter la pression sur les salariés pour atteindre des objectifs spécifiques. En effet, dans ces modèles, les objectifs de performance sont souvent individualisés et liés directement aux résultats personnels des salariés. Cette approche se manifeste par des entretiens individuels où des objectifs spécifiques sont fixés pour chaque employé, souvent accompagnés de systèmes de primes ou d'autres formes de récompenses basées sur la réalisation de ces objectifs. Cette méthode vise à motiver les employés en les rendant directement responsables de leur performance, mais elle introduit également un niveau de pression substantiel car les salariés se retrouvent sous la surveillance constante de leurs supérieurs. De plus, ces modèles, valorisant l'autonomie des travailleurs, semblent à première vue offrir une plus grande liberté aux travailleurs. Cependant, cette autonomie s'accompagne d'une responsabilité accrue pour l'auto-évaluation et l'autocontrôle. Les salariés doivent non seulement atteindre les objectifs qui leur sont assignés, mais ils doivent également souvent trouver par eux-mêmes les moyens d'y parvenir. Cette situation crée un environnement où les salariés sont les seuls responsables de leur succès et de leurs échecs, renforçant ainsi la pression pour performer à un niveau élevé en continu. Cette responsabilité individuelle peut conduire à un stress significatif, surtout lorsque les objectifs sont perçus comme difficiles ou lorsque les ressources nécessaires pour les atteindre sont insuffisantes. L'accent mis sur la performance individuelle et les objectifs à court terme peut avoir plusieurs conséquences négatives. D'une part, cela peut mener à une compétition accrue entre les salariés, ce qui peut détériorer l'ambiance de travail et diminuer la coopération au sein des équipes. D'autre part, cette pression constante peut augmenter les risques de burn-out, de démoralisation et d'autres problèmes de santé mentale. Enfin, en concentrant l'attention sur les résultats immédiats, les employés peuvent négliger des aspects importants de leur travail qui ne sont pas directement liés aux objectifs mesurables, comme par exemple les besoins réels des clients. Et pour finir, la dernière contrainte, c'est que
que le post-taylorisme exige une augmentation de la flexibilité en termes de gestion du temps de travail. Cette flexibilité, bien qu'elle optimise la production en s'adaptant aux fluctuations de la demande, a imposé des contraintes notables sur les travailleurs, compliquant l'articulation entre vie professionnelle et vie privée. En effet, les modèles post-tayloriens privilégient des horaires variables pour répondre de manière plus agile aux besoins changeants des marchés et des consommateurs. Cette flexibilité, qui peut paraître avantageuse du point de vue de la production, impose cependant aux salariés des adaptations fréquentes qui perturbent leur routine quotidienne. Les employés doivent souvent jongler avec des horaires irréguliers qui peuvent varier d'une semaine à l'autre, voire d'un jour à l'autre, ce qui rend difficile la planification de la vie personnelle et familiale. Ensuite, l'extension du travail posté, où des équipes se relaient au même poste les unes après les autres, et du travail de nuit, sont une autre conséquence de cette recherche de flexibilité. Ces types d'horaires particulièrement épuisants physiquement et mentalement ont été étendus pour couvrir les besoins continus de production et de services. Par exemple, environ 15% des salariés travaillent la nuit, une proportion qui reste stable depuis 2005 et qui cache une réalité plus dure pour certaines catégories de travailleurs, notamment les ouvriers non qualifiés et qualifiés, dont le pourcentage travaillant de nuit a augmenté respectivement de 2 points. Enfin, et de la même manière, la recherche de flexibilité entraîne un remaniement des jours traditionnellement non travaillés, comme les dimanches et jours fériés. En effet, un peu plus d'un quart des salariés travaillent le dimanche selon les données du ministère du Travail en 2016, une augmentation de 2 points par rapport à 2005. Cette augmentation touche particulièrement les employés de commerce où presque la moitié, 46%, travaillent le dimanche. Ce changement affecte non seulement les rythmes sociaux traditionnels, mais contribue également à un sentiment d'isolement et à des difficultés dans la gestion des engagements familiaux et sociaux. Ainsi, les contraintes imposées par cette flexibilité accrue peuvent mener à une plus grande fatigue, à un stress élevé et un déséquilibre entre vie personnelle et professionnelle. La difficulté à maintenir une routine stable peut affecter la santé physique et mentale des employés, augmentant les risques d'erreurs au travail et potentiellement les accidents. Cette pression constante pour adapter les horaires en fonction des besoins de production, sans considération suffisante pour les besoins des travailleurs, peut affaiblir la satisfaction au travail et augmenter le taux de turnover. Les modèles post-tayloriens ont donc ajouté des nouvelles contraintes qui ont des conséquences négatives sur les conditions de travail des employés. Mais en plus d'ajouter de nouvelles contraintes, le développement des nouvelles formes d'organisation du travail n'aurait pas mis fin à certains principes du taylorisme. En fait, au contraire, ces formes étendraient leurs contraintes. Les modèles post-tayloriens, malgré leur intention de moderniser et d'humaniser le travail, n'ont pas réussi à échapper complètement à l'ombre du taylorisme. En effet, bien que certains aspects comme la polyvalence et l'autonomie des employés aient été mis en avant, certains de ces principes persistent et se sont même étendus à de nouveaux secteurs. Alors, voyons voir lesquels. Déjà, la division verticale du travail, qui sépare clairement la conception du travail de son exécution, persiste dans plusieurs secteurs. Historiquement associée à des industries comme le textile et le bâtiment, cette division s'est désormais étendue à des domaines tels que la grande distribution, la logistique et au secteur des services, incluant les centres d'appel, la restauration rapide et même le secteur de la santé et des soins à la personne. Dans ces domaines, les décisions sont souvent prises par une hiérarchie éloignée de la réalité quotidienne des travailleurs, qui eux sont principalement engagés dans des tâches exécutives avec peu de contrôle sur le processus global. Ensuite, il y a un maintien, voire une augmentation des contraintes de rythme et de surveillance. En effet, les statistiques montrent qu'entre 1984 et 2019, la part des salariés déclarant une contrainte de rythme de travail due au contrôle ou à la surveillance exercée par la hiérarchie a augmenté de 11 points, passant de 17% à 28%. Cette surveillance permanente, souvent facilitée par les technologies numériques, perpétue un environnement de travail sous pression où les employés doivent constamment répondre à des normes de productivité élevées, souvent au détriment de leur bien-être et de leur autonomie. La troisième chose, c'est que même si les modèles post-tayloriens semblent offrir une plus grande autonomie et polyvalence, cela ne signifie pas nécessairement la fin des contraintes hiérarchiques ou des cadences intensives. En effet, l'idée d'autonomie dans le travail, souvent vantée dans ces modèles, est généralement conditionnée par la nécessité de répondre aux normes productives élevées
imposée par la hiérarchie. Cette autonomie est donc paradoxalement limitée. Elle est accordée tant que les résultats attendus sont atteints. Les cadres, par exemple, bien qu'ils bénéficient d'une marge de manœuvre plus grande que les ouvriers, sont également soumis à des contraintes de temps et de performance beaucoup plus importantes. En effet, en 2019, 47% des cadres rapportaient devoir fréquemment se dépêcher, un taux supérieur à celui des ouvriers, 42%. De plus, le management moderne, qui prétend souvent libérer les employés des contraintes traditionnelles, est en réalité très encadré. Les salariés doivent constamment jongler avec des tâches multiples et imprévues, ce qui requiert une adaptation constante et génère davantage de pression. Ainsi, toujours selon la DARES, en 2019, 73% des cadres déclaraient devoir interrompre fréquemment leurs activités pour répondre à des exigences imprévues, beaucoup plus que les ouvriers, où ils sont 51%. À travers ces arguments, nous voyons donc bien qu'il y a une permanence, voire une extension du taylorisme dans ces nouvelles formes d'organisation. Ainsi, bien que les modèles post-tayloriens aient significativement amélioré les conditions de travail par une réorganisation du travail, une réhumanisation et une réduction de la pénibilité, ils ont aussi introduit de nouvelles contraintes et ont étendu, sans les faire complètement disparaître, celles liées au taylorisme. Ces contraintes se manifestent notamment par des risques élevés, tant sur le plan psychosocial, c'est-à-dire qui portent atteinte à la santé mentale des salariés, que sur le plan physique. Les employés soumis à une pression continue pour atteindre des objectifs individualisés peuvent éprouver de l'anxiété, du stress et même un épuisement professionnel. De plus, la polyvalence exigée accroît la charge mentale, obligeant les salariés à jongler constamment entre plusieurs tâches complexes. Physiquement, l'intensité du travail et les horaires irréguliers imposés par la flexibilité exigée aggravent la fatigue et peut conduire à des problèmes de santé à long terme. Les nouvelles formes d'organisation du travail ont donc des effets contradictoires sur les conditions de travail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura permis de mieux comprendre les effets des modèles post-tayloriens sur les conditions de travail. Maintenant, si tu veux savoir quels sont les effets du numérique sur l'emploi, je te conseille d'aller voir la prochaine vidéo. À tout de suite.